nous n'allons pas vous faire un exposé sur l'histoire de l'art et sur les peintres et sur les courants de peinture, ou sur une peinture en particulier, puisque nous avons la chance en fait d'accueillir cette exposition sur Ramon Fora. Donc là on ne projette pas parce qu'on a la chance effectivement d'avoir les œuvres donc, de Ramon Fora, et également donc la présence de son fils, avec qui effectivement nous avons largement collaboré, et avec sa maman, avec ta mère, pour la construction et l'élaboration donc de cette exposition. Donc l'idée, cette fois-ci sur cette causerie qui est un peu plus singulière, c'est d'aborder en fait l'œuvre de Ramon Fora à travers effectivement les yeux d'un enfant qui a vu grandir aussi son père en tant qu'artiste, en tant que militant, puisque du coup Ramon n'est pas effectivement qu'un artiste, c'est quelqu'un d'extrêmement complet dans son écriture, dans son imaginaire, dans son parcours professionnel, et qui fait que le résultat de son œuvre est en partie effectivement constitué par toute l'originalité et toute la concentration qu'il a pu mettre dans ses engagements, qu'ils soient politiques, artistiques ou social, philosophiques, donc qui s'étend sur plein de domaines. Et de profiter en fait que son fils soit là pour rentrer dans l'intimité du peintre et de ton père, pour qu'on puisse mieux comprendre qui était l'homme et forcément quelle était sa répercussion, enfin l'homme et la répercussion sur l'œuvre en fait de ton papa. Je suis heureux de pouvoir d'avoir pu amener les œuvres de mon père ici à Saint-Cyprien, et donc je remercie Stéphanie pour la mise en place de cette exposition qui est magnifique, avec les textes, l'éclairage et l'organisation. On avait à peu près 80 tableaux et des dessins, etc. Bon, il a fallu faire un choix. Stéphanie l'a très bien fait. Et voilà, je suis content que ces tableaux soient présentés à Saint-Cyprien pour cette première exposition hommage, parce que bon, mon père a vécu une quinzaine d'années à Saint-Cyprien, quand il s'est réfugié en France à la fin des années 60, il s'est installé d'abord à Saint-Cyprien, après il est allé à Perpignan. Il a vécu 7 ans à peu près à Saint-Cyprien la première fois, la première période. Et c'était à l'époque de Jean Oliveau, le maire de Saint-Cyprien, qui l'avait un peu pris sous son aile, qui était quelqu'un, en plus d'être maire, qui était écrivain, très érudit, qui aimait l'art, la peinture, etc. Donc il avait d'ailleurs proposé à mon père de monter son atelier à côté de la chapelle de Villeurade. Saint-Cyprien, peut-être c'est l'endroit où il a vécu le plus avec Perpignan, Saint-Cyprien-Perpignan. Mais il est né à Barcelone et il a vécu beaucoup à Lloret, il est enterré à Lloret-des-Mars. Il aimait le Lloret-des-Mars de son enfance, qui était un village de pêcheurs. Il a vécu ses 10 dernières années au bout et il voyait encore le Lloret de son enfance, parce qu'il y a encore une vie des Lloretins. Donc il a voulu être enterré à Lloret comme les Lloretins, c'était sa volonté. Donc voilà, il est au cimetière enterré au cimetière, l'ancien cimetière du Lloret-des-Mars. Et puis, donc. Tu as des souvenirs du processus créatif de ton papa? Oui. Quand tu étais petit, parce que c'est vrai que nous, le parti pris, beaucoup d'œuvres étaient de jeunesse en fait de Ramon Fora. Et quand vous regardez les coupures de presse, c'était quelqu'un qui vraiment, dans ses débuts, a commencé, comme tous les artistes, à s'inspirer bien sûr d'autres artistes. Et forcément, quand lui il est rentré dans ce processus créatif, il a été très intéressé par la lumière. Ça se retrouve sur les jeux de transparence aujourd'hui. Et cette lumière, du coup, il l'a acquise à travers les impressionnistes. Donc c'est vrai que, dans un premier temps, les œuvres de jeunesse de ton papa, mais qui étaient un peu abîmées, malheureusement, m'a empêché, à part dans la petite chapelle, là, d'en mettre quelques-unes avec son autoportrait que vous avez pu voir, m'a empêché de mettre en fait en avant aussi, même si je me suis vraiment régalée sur cette période-là, mais de mettre en avant en fait la façon dont le peintre s'est nourri et enrichi et inspiré, et bien sûr de mettre avant lui
pour pouvoir créer. Donc on est sur donc l'impressionnisme. Il n'a pas choisi le fauvisme, il a choisi l'impressionnisme pour ces jeux de transparence sur la lumière, sur la vibration des touches qui se retrouvent aujourd'hui. On a vraiment une touche extrêmement vibrante, même si c'est exprimé d'une autre manière que la touche impressionniste. Et après, l'autre maître dont il s'est inspiré et que vous ne pouvez pas voir, c'est pour ça que je me permets d'en parler, et peut-être qu'à travers la fondation que tu vas créer, on en parlera en conclusion, mais du coup on pourra le voir, c'est Cézanne. Et la construction en fait, parce que Cézanne, comme disait Mathis, c'est vraiment notre maître à tous, a eu une construction de l'espace par des plans effectivement superposés, avant qu'on arrive au cubisme, etc. Pousser l'exploitation de la superposition des plans poussés à l'extrême, notamment avec l'arrivée du cubisme. Ton père, on le voit dans la succession des transparences et des plans superposés, des plans découpés, etc. On voit ces deux influences-là, et qui peut-être, j'en parle parce que tu n'étais pas né. Et donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ton regard aussi, parce que bon, voilà, moi c'est juste une vue un peu artistique par rapport à ce que j'ai pu voir des œuvres qui étaient un peu abîmées et ce que j'ai pu lire, où ton père on le décrit comme un impressionniste. Bon, moi j'ai bondi puisque ma seule connaissance de ton papa au départ c'était ces œuvres-là, donc il a fallu que je rentre un peu aussi dans le parcours de ton père. Mais moi, ce qui me plaît de t'avoir là aujourd'hui, c'est de dire, toi, tu étais enfant, tu étais effectivement avec un artiste, et du coup, de nous faire part de tes souvenirs quand tu étais petit, puis que tu traînais dans l'atelier, quoi. Oui. S'il y avait atelier. Il y avait un atelier, mais je ne traînais pas quand il bossait, parce que c'était, voilà. Et j'y traînais pas trop non plus, mais bon, c'était le lieu de travail. Donc, mon père, il se levait à 6h du matin et il travaillait de 7h jusqu'à midi 1h, tous les jours. Il travaillait toute la matinée, donc la matinée, on ne voyait pas. On sentait les odeurs de peinture qui sortaient par-dessous la porte de l'atelier. La maison d'atelier en question, parce qu'on a eu un peu, parce qu'on a souvent déménagé ici dans le département, mais par exemple à la rue Prosper Mérimée, à côté du château. Face à la rue, c'était les murailles, enfin les murs du château de Saint-Cyprien-Village. Donc voilà, on sentait les odeurs. Il peignait qu'en atelier, il ne peignait pas en extérieur, il peignait à la lumière artificielle, parce que voilà, pour justement qu'il n'y ait pas de changement pour ces tableaux. Il peignait beaucoup de tableaux à la fois, une cinquantaine peut-être de tableaux, une exposition entière, quoi, disons. Il préparait les expositions tout d'un coup, quoi. Et les tableaux, il les prenait, il les faisait passer sur son chevalet le matin. Ça, je le sais, parce qu'il me l'a expliqué une fois. Il faut se rappeler, quand il explique une chose, il m'a montré comment il peignait. Il passait le tableau, il regardait le tableau, si il voyait quelque chose, il venait une idée d'un coup de pinceau, il mettait un coup de pinceau, peut-être juste un coup de pinceau, peut-être aucun, et il passait au tableau suivant, peut-être qu'il y restait plus longtemps. Et quand le tableau, des fois, il le retournait. Celui-là, par exemple, on voit que tu as pris le parti de le mettre dans ce sens, mais on aurait peut-être pu le mettre dans l'autre sens, par exemple. C'est posé beaucoup de questions. Il y en a qui sont plus clairs quand même, mais celui-là, celui-là, on aurait pu le mettre parce que le personnage, la tête est en bas, là, et bon, il y a une intention, mais voilà, il est retourné les tableaux. Donc à la fin, des fois, bon, là je trouve, ceux qui sont là-bas au fond, ils sont voilà, moins abstraits, parce que des fois ça tend vers l'abstrait. Le fait de retourner, celui-là aussi, c'est la même période. Donc, du coup, dans le processus, parce que c'est quand même intéressant, c'est-à-dire je commence pas un tableau et après je le termine, si je commence plusieurs tableaux à la fois. Et donc, du coup, il avait une boulimie quand même. Mais il fallait une expo. Oui. Donc, il fallait 40 tableaux pour l'expo. Donc, il faisait une expo. C'était vraiment. Il fallait faire le boulot pour avoir les 40 tableaux pour l'expo. Et souvent, comme il m'expliquait, c'est qu'avant l'exposition, il vient acheter déjà des tableaux parce qu'il avait des clients. Mon père avait des clients comme du commun, il est décédé maintenant, enfin, le bijoutier,
il y avait 30 ou 40 tableaux de lui. Il y avait des clients qui n'avaient qu'un, mais très souvent, il avait des clients qui lui achetaient toute la période qu'il faisait un suivi de sa peinture, et donc il lui achetait avant les expositions. Et donc il se retrouvait des fois le jour du vernissage, à la fin du vernissage, sans tableau à vendre. Donc là, il était obligé en plus d'en faire d'autres, de peindre pour en mettre d'autres, parce que c'était son métier. Donc son métier, il peignait pour gagner sa vie, pour vendre. Il peignait pour vendre. S'il ne vendait pas, voilà. Bon, il aimait peindre, mais c'était un métier surtout. Et donc il avait cette phase. Et quand le tableau finalement ne lui plaisait pas trop, parce que en haut, il y a le grand format là, qui est en haut. Il n'y a pas le plus grand qu'il y a dans la salle là, où c'est un homme. C'est rare. Mais celui-là, moi je l'ai trouvé dans son atelier, plié en 10 par 10, comme ça. Et d'ailleurs, je l'ai refait, enfin pas encadré, mais mettre sur voilà. Là, on ne voit plus mettre sur le châssis, on ne voit plus les. Mais il était plié comme ça depuis 20 ans même. Et d'ailleurs, tous les vieux tableaux que j'ai fait mettre sur ce châssis, ils étaient dans le garage, par terre. C'est des tableaux qu'il n'avait pas vendus, pas qu'il avait gardés pour. Il n'avait pas vendus et il les avait foutus là. Si on ne les avait pas mis sur le châssis, s'il n'était pas décédé, ils auraient fini par courir dans le garage. Parce que, et d'ailleurs, quand il peignait pour vendre en tant que professionnel, parce que à partir de 2005-10, il a arrêté de peindre pour vendre. Il a continué à peindre un peu, mais il s'est dédié à autre chose que je vous expliquerai. C'était interdit de mettre des tableaux à lui sur les murs. Par contre, les murs étaient recouverts de tableaux. Ça, c'est vrai. Alors, les murs, on ne voyait pas. On habitait à Perpignan, dans une vieille maison des années 30, avec une tapisserie un peu horrible de l'époque, là. Et il y avait. un peu lourde, visuellement, mais il y avait en plus plein de tableaux dessus. Oui, voilà, des trucs comme ça. Et dessus, il avait plein de tableaux. De peintres, je ne sais pas, d'amis comme Félix Villa, qui était un très bon ami à lui. Il était très ami avec Parsons, avec Babino Giner aussi. D'ailleurs, il regrettait parce qu'ils s'étaient fait l'autoportrait l'un de l'autre. Et l'autoportrait que Babino Giner lui avait fait lui a donné, c'est la femme de Babino qui avait récupéré. Bon, bref. Il était de cette époque-là, de ces peintres-là. Et voilà, qui était sur les murs de la maison, même il y avait l'édito de ta pièce, etc., mais de lui, aucun. Et il ne voulait pas voir ses tableaux au mur parce que c'était son travail. Il avait une énorme concentration, un énorme respect et une rigueur pour le métier, non pas pour son œuvre, parce qu'on n'est vraiment, on n'est pas dans le narcissisme d'un artiste. Hein, c'est vrai qu'il avait une haute idée de ce que pouvait être l'art et ce que ça pouvait transmettre, etc. Mais pas par rapport à son propre profit. C'est ça qui est assez intéressant, puisque je pense qu'il ne t'a jamais parlé d'héritage, de transmission, de tout ça. Parce que quand tu nous dis... c'est ma volonté, celle de ma mère, mais lui... Parce que nombreux artistes se posent effectivement la question. Moi, j'en croise des artistes vivants encore aujourd'hui, ou même quand on regarde effectivement de nombreux artistes du passé, ont réfléchi sur leur positionnement et ce que deviendra leur œuvre après eux. Donc, toujours les ayants droit se sont battus pour que ça rentre dans des collections nationales, de manière à ce qu'effectivement, du coup, leur œuvre devienne inaliénable et puisse rester justement en mémoire comme des artistes clés. Toi, ton papa, on n'est pas du tout là-dedans. Il n'avait pas l'intention de transmettre quelque chose. Pourtant, il est, quand je pèse mes mots, quand c'est vraiment un artiste catalan du XXe siècle qu'il faut vraiment remettre en lumière, parce que il a un processus créatif qui est intéressant puisqu'il est inventif. C'est une autre façon de percevoir les portraits, les transparences, la vie, la mort. Enfin, il y a plein de choses et des grands thèmes en peinture justement à travers tous ces portraits. Donc, les grands thèmes en peinture, il les maîtrise, il comprend effectivement le sujet et il n'y accorde pas d'intérêt
a voulu transmettre, puisque pour lui, c'est quelque chose de professionnel et de trop sérieux, parce que ça vous permet d'en vivre, mais pas effectivement de le laisser à la postérité. Et ça, ce positionnement qui est quand même assez humble, il est intéressant parce qu'il n'est pas effectivement lié au processus créatif, qui est souvent lié au narcissisme pour pouvoir créer, pour avoir effectivement la puissance d'oser créer, parce que justement on a un ego important. Lui ne l'a pas, et pourtant il nous transmet un très bel héritage. Donc du coup, il ne voulait pas se... Est-ce que c'est par pudeur? Lui, déjà, il ne se revendiquait pas artiste peintre. Oui, c'est ça, il n'aimait pas ça. Il se revendiquait professionnel, un peu comme un artisan, quoi, disons, voilà. Mais il se revendiquait que ça quand il vendait ses tableaux. Par contre, de 2005 à 2022, comme il ne peignait plus, les gens qui l'ont connu à partir de 2005 ont découvert qu'il était peintre là, après sa mort. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'il était peintre. Et pourtant, ils le côtoyaient dans le travail. Dans l'intimité, dans la sphère. Voilà, les gens ne le savaient pas. Et moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de mon père, mais il y en a qui m'ont parlé de mon père supporter du Barça. Voilà. Et à Lloret, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit à ton père, era un gran culé. Un culé, c'est les supporters du Barça. C'est les culés parce que dans le premier stade du Barça, quand on passait sur le stade, on voyait le cul des supporters. C'était le cul. Voilà. Ils étaient assis sur des hauteurs. Voilà. Bon, bref, c'était un grand culé. Mais en plus, il a joué au Barça, mon père. C'était en plus un sportif de haut niveau. Dans sa jeunesse, quand il avait une vingtaine d'années, mais pas au foot. Il était dans le hockey sur gazon, parce que le Barça, c'est tous les sports, hein, le basket, handball, machin. Lui, c'était hockey sur gazon, il avait été même international, enfin bref. Et il connaissait Réchac, il était très ami avec les joueurs de l'époque de Creuil. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui suit un peu le foot dans la salle. Donc c'était aussi un sportif. Voilà. Et c'était un grand joueur d'échecs. Et c'était aussi un grand joueur d'échecs. Il y en a qui le connaissaient comme joueur d'échecs, il y en a d'autres qui le connaissaient comme. Parce qu'il a aussi construit des maisons, il a fait pour compléter un peu la peinture, il a été obligé de beaucoup faire de maçonnerie, la plomberie, l'électricité qu'il a appris avec Otto Gnetsch, l'époux de Janine, qui était très ami avec mon père. Et à l'époque, il écrivait beaucoup d'articles d'indépendance sur mon père, Otto Gnetsch. Beaucoup des articles que je t'ai montrés, c'était Otto qui lui disait toujours « Nul n'est prophète dans son pays ». Si de son vivant, je lui avais dit qu'on allait faire un musée, qu'on allait faire ça, il m'aurait dit de ne pas le faire. Il m'aurait pas interdit, mais quelque part, il m'aurait dit qu'il s'en fout. Voilà. Fais-le si ça te fait plaisir. J'ai eu beaucoup de frustration aussi parce que il n'y avait pas d'écrit, c'est-à-dire que c'était un cérébral, ton papa, mais il avait tout dans la tête, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'écrit ou de journal intime qui puisse expliquer, ni d'interview, ce sont que des regards en fait, parce qu'il y a eu certains critiques d'art qui ont parlé avec beaucoup. On a mis quelques textes là, dont un inconnu, mais qui sont très pertinents sur la peinture de ton papa, qui le positionne comme un bel artiste du XXe siècle. Mais c'est vrai qu'on est frustré. Lui, il se refusait de parler de sa peinture. Voilà. Quand quelqu'un venait le voir pour lui dire mais qu'est-ce que vous avez voulu représenter, il disait qu'est-ce que tu vois là? Ça, c'est ça que je voulais représenter. Voilà. C'est ce qu'il disait, mon père à l'époque. Où il disait mon tableau, si tu veux, c'est de la qualité. Pour valoriser le tableau, au lieu de dire j'ai voulu faire, il disait regarde, il prenait le tableau, il mettait des coups de poing dedans jusqu'à ce que le tableau soit gondolé. Et il disait regarde, tu vois, la peinture elle se décroche pas. Et 5 minutes après, le tableau se retend parce qu'elle était de bonne qualité. Voilà. Ce qu'il pouvait dire de son tableau, c'était ça. Bon, c'est des coups de poing, mon père avait de la force, donc il mettait des vrais coups de poing. Et le tableau était vraiment gondolé. Il disait si tu m'achètes mon tableau, il va durer dans le temps. Pas, la peinture ne va pas tomber, ça ne va pas se bloquer. Parce que c'est lui qui faisait ses toiles, il achetait des tissus qu'il traitait, il faisait tout, de A à Z. Oui, dites-moi. Il a commencé à peindre jeune. Il était aux Beaux-Arts à Barcelone. Dans il a été dans plusieurs ateliers, dont celui de Miro à Barcelone, de l'époque des
début des années 60, je crois, milieu des années 60. 64, 65, voilà, parce qu'il est arrivé en France en 67, je crois, à peu près. Et donc, il a commencé à 16 ans, 17 ans. C'est-à-dire, en fait, bon, il était un peu. Ça aussi, il n'aimerait pas quoi. Le mettre dans cette case, mais il était un peu surdoué, en fait. Tout ce qu'il touchait, il le réussissait. Les échecs, le sport, la peinture, le monde de l'entreprise aussi, parce que c'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur sur la fin de sa vie. En fait, il a eu son bac à 16 ans. Il était ingénieur chimiste à 19 ans. Donc, en fait, il a commencé les beaux-arts quand il faisait ses études d'ingénieur chimiste. Et ça, je l'ai entendu le dire une fois aussi récemment, c'était un peu, pour les beaux-arts, c'était pour... parce que les chiffres, les trucs qu'il aimait aussi beaucoup, parce qu'il avait des livres de chevet de mathématiques pures. Il se lisait ça avant de s'endormir. Donc, ou de comptabilité, ou je ne sais pas quoi, pour qu'il se mettait dans un truc... Mais on sent, même dans ces tableaux, on sent cette effervescence. Cette effervescence, elle est visible. Elle est visible et lisible. À 17 ans, il a son bac, à 19 ans, il est ingénieur chimiste, il rentre en Péchiné à 20 ans, il a pris sa retraite de peintre à 60 ans. Sa retraite à la Maison des Artistes, parce qu'il cotisait à la Maison des Artistes, c'était... voilà. Pendant longtemps, dans le département des peintres professionnels, des peintres, on en a beaucoup, mais des peintres professionnels qui cotisent en tant que peintres, il n'y en a pas tant que ça. Il était coté d'ailleurs de son vivant. Il y avait des peintres cotés de leur vivant, même s'il avait une petite cote, ça n'a pas tant que ça non plus. Et quand il a pris sa retraite, donc à 60 ans, il est devenu chef d'entreprise. Voilà. Au lieu que normalement, on est chef d'entreprise, et quand on prend la retraite chef d'entreprise, on se met à faire de la peinture. Non. Voilà, lui c'était l'inverse. Voilà. Et en fait, parce que son père à lui était aussi chef d'entreprise. Et il était dans le monde du papier, son père. Et mon père donc avait un peu baigné là-dedans enfant. Et son père avait des relations commerciales avec une entreprise en Dordogne, qui s'appelle Prat-Dumas, où je travaille actuellement. Et quand mon père a appris que cette entreprise était sur le point de faire faillite, c'est une entreprise qui fait du papier, qui est la plus vieille entreprise de France en activité en plus. C'est une entreprise qui a été créée en 1309, qui ne s'appelait pas Prat-Dumas à l'origine, c'était le moulin de Serval, après c'était le moulin des Barreaux, et après Prat-Dumas, mais c'était toujours sur le même site, et il faisait toujours du papier. C'était le pape Clément V qui avait dit que voilà, il fallait faire du papier, parce que jusque-là le papier c'était impie, c'était les morts, c'était les musulmans, donc il fallait l'Église ne voulait pas utiliser le papier. C'est à partir de Clément V, le même pape qui a mis en prison et massacré les Templiers, c'était le pape Clément V qui était Bertrand de Goth, qui était un occitan de Bordeaux. Justement, qui était propriétaire de cet endroit-là. Mon père savait tout ça, mon père s'intéressait beaucoup à l'histoire aussi. Donc ce côté-là, c'est l'aspect historique, patrimonial de cette entreprise qui allait fermer, parce qu'elle était vraiment au bord de la faillite quand mon père l'a repris. Ça lui tenait à cœur. J'ai été le premier gérant en 2001, mais mon père était derrière moi. Moi j'avais 20 ans en 2001. Et on a repris en famille, finalement, avec ma mère, mon père et moi, cette boîte, qui aujourd'hui fait 50% d'export dans le monde entier, 25% en Europe, 25% dans le monde entier. On a des clients dans des îles perdues au fond du Pacifique, dans des endroits... mais on a aussi toutes les entreprises du CAC 40, comme Pierre Fabre, L'Oréal, Chanel, enfin bref. C'est du papier filtre, c'est pas du papier pour écrire. Donc ça, c'était vraiment... le projet de mon père de ces 20 dernières années. La peinture, il n'en parlait plus. Il n'en parlait plus. Sauf que dans le site de l'usine, qui est un site patrimonial, avec un patrimoine important, il y a une église du XIe siècle qui est un bâtiment industriel. Parce que c'était l'ancien propriétaire au début du XXe siècle qui avait racheté l'église, parce qu'il était maire et gérant de la boîte. Et en achetant l'église, cet argent avait servi à construire une église plus grande, parce que c'était une église romane du XIe siècle qui était trop petite pour la population. Donc voilà, qui est sur le site, et il y avait les bureaux, etc. Et c'était pas pratique, alors les bureaux, on les a mis ailleurs, et finalement l'église était... Et mon père a voulu
on pensait faire une visite guidée du truc, que finalement ça ne s'est pas fait. Mais il a refait des fresques de l'église, parce qu'elles avaient été piquées au marteau burin à l'époque, quand le gérant de la boîte l'avait acheté, ils n'avaient aucun sens conscience de l'importance, un peu comme ça. Alors dès que les employés avaient un peu de temps, ils les envoyaient avec le marteau burin nettoyer les murs de l'église. Alors il restait vraiment que quelques pigments. Et alors on allait voir les églises autour, on allait voir avec mon père pour essayer de comprendre ce qui avait pu être là et faire quelque chose basé un peu sur ce qu'il y avait à l'origine, mais avec vraiment beaucoup de manque. Et il a refait tout le cœur de l'église. Voilà, c'est sa dernière œuvre grande. Après, c'est vrai que malheureusement, quelques mois, un mois, peut-être un mois ou deux avant d'apprendre qu'il avait ce cancer foudroyant, enfin voilà, ce cancer du foie qu'il a laissé, qui était incurable. Quelques mois avant, on l'avait convaincu avec ma mère, après des années à essayer de réfléchir comment on allait faire, de se remettre à la peinture. Alors on avait refait son atelier dans la maison à Saint-Estève et on avait réparé la machine à graver qu'il avait, qui est une machine à graver de Toulouse-Lautrec, donc une vieille machine à graver qu'il avait utilisée pour faire des gravures à l'époque. Et elle était bouffée par les vers, alors on avait refait le volant, j'avais trouvé quelqu'un pour le refaire, et il a refait des gravures. Donc ça, c'est les derniers trucs qu'il a fait, c'est des gravures datées de juin 2022, il en a fait pas mal, il en a fait beaucoup. Tu as quand même un très très beau projet sur l'œuvre de ton père, donc ça tu peux quand même en oui, parler. Oui. Ça c'est le projet, c'est le premier projet qu'on fait sans lui. Parce qu'habituellement, quand on montait des projets, c'était avec lui et c'était souvent lui le pilier du projet, le projet familial, parce que voilà, donc il faut bien continuer. Après la mort de mon père, ma mère a dit qu'elle voudrait faire une exposition permanente de sa peinture en hommage. Et pour elle, pour moi, c'est vrai que c'est important. Et après, l'idée aussi de le faire vivre à travers ça aussi, d'une certaine façon. Pour lui, il aurait vendu 2000 toiles dans sa vie, donc il a vendu beaucoup de toiles. Il a été très prolifique et il vendait pas cher. Les autres peintres le critiquaient un peu pour ça, d'ailleurs. Mais a priori, bon, il ne s'en plaignait pas plus que ça, parce qu'il ne se plaignait pas de grand-chose, même de son cancer, il ne s'en plaignait pas, disons. Alors, mon père, il n'était pas du genre à pleurnicher sur son sort. Il n'a pas dit à un seul moment qu'il est. Des regrets de regrets de quoi que ce soit. Au contraire, ma mère, elle lui a dit qu'il n'avait aucun regret sur rien, qu'il était content d'avoir fait tout ce qu'il voulait faire dans cette vie. Il voulait faire d'autres choses, parce que là, il voulait acheter des forêts pour devenir exploitant forestier. C'était ça qu'il avait pour le projet. Et on a vraiment cherché des forêts. Quand il était encore. Quand il ne savait pas qu'il était malade, mais même dans son lit d'hôpital, il disait on va faire ça. J'ai l'impression que ça fait partie aussi de votre culture familiale, déjà, de votre culture familiale et d'investir en fait dans ce patrimoine-là. Et puis que vous êtes comme ça. Enfin, même si ton papa disait oui, je fais de la peinture pour vendre, mais sans avoir la notion effectivement de la valeur en fait de la toile. Tu vois, donc, et toi, tu reproduis aussi, parce que tu investis aussi dans un lieu en ayant conscience effectivement que tu ne seras pas rentable, mais du coup, c'est dans vos gènes. Oui. Donc d'apporter quelque chose, de faire évoluer les mentalités. Quelque part, quand je dis oui, il n'a pas été dans l'héritage et la transmission par rapport à son ego, mais vous l'êtes quand même culturellement. Oui. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans l'échange, de par ton association les Angeles de la Terra, tu voues un temps énorme justement à la transmission et à la catalanité. Donc tu passes ton temps aussi à transmettre une langue, à transmettre des valeurs, à transmettre une identité. Et de la même manière que tu investis dans ce patrimoine-là, c'est aussi pour dire, ben voilà, papa il avait quelque chose aussi à dire, et du coup, ben, si ça vous bouscule, ça donne du sens à notre vie, maman et moi. Enfin, si je me permets de rentrer dans cette intimité-là, mais pour vous avoir un peu fréquenté. Oui, tu as bien compris, tu as bien expliqué. Mieux que moi. Oui, mais c'est normal, c'est toujours plus simple à celui qui est de l'extérieur de comprendre effectivement les mécanismes de vrais gens de culture qui investissent
et qui s'implique dans une transmission, mais avec une idée beaucoup plus globale, sans y voir son propre intérêt. Sans y voir son propre intérêt. Ouais. Après, c'est vrai que quand on parle de la catalanité, l'association et tout ça, mon père, sa position par rapport à ça, ça pourrait être un peu... en fait, il était un peu anarchiste, mon père. Hein. Bon, on peut le dire comme ça, même si lui, jamais il se définissait comme anarchiste. Hein. Lui, il ne se définissait pas ni comme père, ni comme anarchiste. C'est quelqu'un de très engagé, en tout cas. Voilà. Très engagé. Sa vision, c'est chacun fait ce qu'il veut. Alors lui, il ne comprenait pas trop que moi, j'allais voir les gens, je disais, il faudrait que vous appreniez le catalan, il faudrait que tout ça. Lui, il ne comprenait pas ça. Enfin, il ne comprenait pas, mais il trouvait ça bien quand même, parce qu'il est catalan, il parle catalan, il a voté le 1er octobre pour l'indépendance de la Catalogne, je veux dire, bon, voilà. Mais, parce qu'il avait la nationalité espagnole et française, donc bon. Mais il n'allait pas convaincre, voilà. Il faisait pas, chacun, s'ils ne veulent pas parler catalan, ben, ils parlent pas catalan, s'ils n'aiment pas mes toiles, ben, ils n'aiment pas mes toiles. Oui, mais il était très libertaire pour lui-même, voilà. et donc il n'imposait pas aux autres, parce que c'était un grand libertaire. Voilà, libertaire. Mais c'est voilà. C'est un peu Léo Ferré, Brassens. Voilà, mon père, ça serait plutôt Brassens, moi je serais plutôt Léo Ferré, quoi, disons, d'une certaine façon. Et une autre anecdote à laquelle je pense, quand j'étais gosse, on était invités. C'est vrai que quand on est artiste peintre et qu'on vend des tableaux, on est souvent invité par des gens qui veulent apprendre comment ils peignent, comment ils vendent, comment ils truquent, déjà ils travaillaient toute la matinée dans la peinture, et en plus, quand on l'invitait à manger, c'était pour qu'ils parlent encore de la peinture. Alors à la fin, il en avait marre, et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un pot au milieu de la table, et celui qui lui posait une question sur la peinture, il était obligé de donner des sous. Parce que, au moins, on le laissait tranquille, ou si on l'emmerdait, il fallait payer, quoi. Comme les échecs, il avait arrêté, parce que mon père parlait plus des échecs, il avait quand même joué au niveau de toute l'Espagne, il partait en voiture, il jouait championnat d'échecs, mais quand il a arrêté les échecs, il ne fallait plus parler des échecs. Mais par contre, c'est vrai que je me rappelle des repas où ma mère ou moi, ou je ne sais pas, enfin moi non, j'étais trop petit, mais ma mère qui disait, ah oui, mais quelqu'un disait, ah moi je joue aux échecs, et ma mère, ah mais lui aussi, ah il faut qu'on fasse un partie. Mon père ne voulait jamais. Parce que les échecs, non, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, je sais pas. Et chaque fois il jouait, et chaque fois il gagnait. Mais pourtant, en face, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup des échecs, était très bon, mais peut-être une fois il a fait un match nul. Donc voilà, quand il parlait plus de la peinture quand il arrêtait la peinture, il parlait plus des échecs quand il arrêtait les échecs, il parlait plus des hockey sur gazon quand il arrêtait le hockey sur gazon. Et il ne se racontait pas, ouais, moi j'ai fait ce truc. Moi, tout ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai entendu une fois vous le dire. Hein. Pas plus, hein, il était plus dans regarder vers le futur, vers le passé. Je pense que ça vaut le coup de mettre en valeur un artiste de cette qualité-là, selon moi. Voilà. Après, on n'aime pas, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui... Il y a quelque chose, quoi. Les tableaux sont riches, comme ça. Ils représentent sa vie, c'est la même richesse. Là, on a vraiment les années de l'île, en fait, hein, surtout. Sauf en haut, les nus 90, les nus c'était 90, et dans la petite salle, années 60-70, mais il y en a 4 ou 5. Mais la majorité des tableaux, c'est des tableaux qu'il a fait à 55-60 ans, quoi. C'est 55 et 60 ans. Oui, là, il y a une vraie avant 55 ans, voilà, les années 45-50 ans, c'était beaucoup de femmes. Moi, quand j'étais petit, c'était que des femmes nues tout le temps. Ah, mais pas sur le David. Ah, pas sur le non. Malheureusement, non. C'est technique mixte, hein, c'est pour ça que j'ai mis technique mixte, parce qu'il est vraiment sur de l'acrylique, après il y a des mots acryliques, voilà, pastel, Les bleus rehauts, derrière, on dirait pastel, le bleu. il y a des rehauts après d'encre, enfin voilà, c'est vraiment une technique mixte, il mélange, puis il y a du grattage. Ce qui est bien, c'est que c'est des tableaux qu'on peut regarder et re-regarder et y voir chaque fois quelque chose. Moi, c'est ça, je l'ai eu en permanence. Je l'ai eu en permanence. Donc, un dialogue sans cesse permanent avec les grands sujets en peinture, c'est ça qui... Et en plus, je comprends mieux par rapport à ce que tu dis, de son rejet d'en discuter après, parce que quand je regarde sa peinture, il y a énormément de questionnements. Donc, parce que tous les grands sujets y sont. Et je comprends qu'après, il ne puisse pas en parler, puisque, comme déjà, c'est quelqu'un de bouillonnant,
et qui est en totale effervescence dans son positionnement en peinture. Je parle de ses questionnements, qu'après qu'il ne veuille plus en parler, c'était, je le comprends, parce que du coup il s'y consacrait tellement, il a un pouvoir de concentration, je trouve, dans ses œuvres, qui sont quand même assez... voilà, oui, c'est ça, mais assez instinctives, mais on voit effectivement une puissance de concentration. Et je comprends qu'après il ne puisse plus vouloir en parler, parce que justement, il s'y était consacré comme une personne entière. Voilà, comme une personne. Il n'était plus dans la même énergie. Mais c'était aussi... Bah, il était pas du tout favorable à la peinture où le peintre commente beaucoup et finalement, voilà, ça, il avait, bon, il n'a pas dit très souvent non plus, mais j'ai bien compris que ces peintres qui racontent beaucoup, mais qui n'ont pas la connaissance technique, il parlait beaucoup de la technique, mon père, voilà. Voilà, il trouvait que celui qui parle pas comme ça, il dit ouais, j'ai fait un truc et tu racontais une histoire, voilà. C'était pas sa vision de la peinture. Et d'ailleurs, il trouvait aussi que la tendance en France, c'est. Voilà, là, je parle presque sur une question politique, là, mais de la peinture en France subventionnée, où il fallait avoir la carte pour, de telle ou telle partie pour avoir ces tableaux achetés par tel ou tel truc, ça l'a un peu dégoûté du monde de la peinture. Lui, il vendait à des particuliers, il n'attendait pas l'institution pour vendre ses tableaux. Il ne les vendait pas cher, donc, et même des fois on pouvait les payer en plusieurs fois parce que justement des particuliers puissent les acheter. Mais il était complètement contre cette espèce de prostitution qu'il y avait de certains peintres, mais voilà, attrapé par un système. Les beaux-arts aussi, lui il me parlait de quand il allait aux beaux-arts, on lui a appris à peindre, on lui a appris à faire trucs, et que aujourd'hui on touche un truc, qu'est-ce que tu sens, dis-moi, parle-moi. Ça, alors là, ce délire-là, il était complètement contre, et il trouvait que justement ça avait un peu foutu en l'air, ça avait éloigné les gens de la peinture. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il avait une construction qui pourrait être dite classique, tu vois, de l'image de l'art, de ce que ça peut représenter, donc avec une vision assez même rigide, tu vois, de ce que l'art doit transmettre. Et à côté de ça, il y a une peinture qui, on ne peut pas dire classique. Et c'est ça qui est intéressant, ce paradoxe-là. D'avoir quelqu'un de si libertaire. Oui, mais je vois bien que ton papa, il devait vendre, il avait un bon rapport avec un bel échange. Avec un bel échange. Il vendait à des gens de toutes sortes. Oui, la culture pour tous, il n'avait pas besoin de l'institutionnaliser. Mais justement, parce que ça l'a éloigné de ces gens-là, la peinture, des gens. Lui, voilà, c'est vrai que ça, mon père était ouvriériste aussi, en plus d'être libertaire. Mon père, il aimait bien pouvoir dire qu'il vendait à des étudiants, à des ouvriers, à des gens. Voilà. Et il n'aimait pas les histoires de salon. Il m'avait raconté une fois où il était à Strasbourg, mais ça, c'était avant ma naissance. Il allait beaucoup à Strasbourg, il faisait beaucoup d'expositions dans Alsace, à Haguenau, tout ça. Je trouvais ça très bien, un peu froid, mais très bien. Et une fois, il était sur un vernissage, et il y avait toutes les huiles, voilà, les préfets, machin. Et voilà, on mettait déjà, il avait 30 ans, et déjà, ça le fatiguait, tout ça. Monsieur le peintre, lui, il disait, en parenthèse, mon père disait, moi, je vends, c'est le tableau qui la vend, pas le peintre. Voilà. Donc, je ne vais pas venir chez vous, venir vous faire le peintre. Voilà. Il n'y avait pas trop d'alliés, ce genre de tendance. Bref, ni politiquement, ni artistiquement, ni dans la façon de faire. Oui, alors que le succès aujourd'hui sur le marché de l'art, c'est vrai que c'est ceux qui théorisent en fait leur œuvre, c'est ceux qui effectivement peuvent la vendre aux institutions et sur les différents marchés. Donc, lui, il était contre tout ça. Il était en dehors de tout. Même en général, pas uniquement dans la peinture. Voilà. Et moi, je suis un peu comme lui. C'est pour ça que c'est pas facile d'avancer comme ça. Mais bon, c'est le choix. Mais, et voilà, alors il était dans ce truc. Et à la fin, il est tellement fatigué qu'il a fini par le raconter. Et moi, tel qu'il me l'a dit une fois, je sais qu'il est très capable de le faire et d'aller jusqu'au bout de ce truc. Il leur a dit en fait, ces tableaux, c'est pas moi qui les fais, c'est mon frère. Il est handicapé.
Et voilà, il est parti. Elle s'est tous plantés là comme ça. Et je suis sûr qu'elle a fait parce que je l'ai vu faire des choses semblables, rester stoïque. Voilà. Il était venu une fois à l'école, je me rappelle quand j'étais au collège à Perpignan, il avait fait, parce qu'il y avait un cours de dessin, il avait fait un petit exposé de l'art, de l'histoire de la peinture, pour des enfants du collège. Et il s'en était très bien sorti. Des hommes, enfin des peintures dans les cavernes jusqu'à nos jours, et c'était très clair, très bien expliqué. Ce qui est assez exceptionnel pour mon père, parce que mon père, par exemple, sur les mathématiques, moi à l'école, je ne comprenais pas les mathématiques. Et je demandais à mon père d'expliquer. Ça partait, parce qu'il savait très bien, mais alors expliquer, raconter. Tous ces petits personnages qui sont dans les tableaux, ça attise une certaine curiosité. Et en fait, c'est des personnages qui sont le fruit de son imagination. Imagination, oui. C'est pas pour rien quand même, si les places. Ouais, mais. Ça, comme il ne racontait pas tableau. C'était dans sa tête. Voilà. Oui, parce que du coup, c'est intéressant de dire déjà lumière artificielle, parce que la lumière, elle est ancrée, donc les jeux de transparence, il n'a pas besoin effectivement de les étudier sur nature, tu vois, sur modèle. Et de la même manière, il ne peignait pas d'après modèle. Voilà, tout est dans sa tête, dans les perspectives, le coup de crayon, les volumes, la mise effectivement en volume du personnage et tout ça, tout est juste, sans effectivement étudier d'après modèle. Il ne travaille pas sur le motif et d'après modèle, comme beaucoup de peintres. C'est ça qui est fabuleux. Ni même avec une photo. Et c'est dans sa tête. Donc tu as vraiment tu sais, ce geste, le cerveau en fait qui se poursuit dans la main. Donc là on a vraiment une intelligence de la main, et du coup cette intelligence de la main qu'on retrouve beaucoup chez l'artisan, ton père est là, et comme tu dis, ouvriériste, etc., même s'il est rationnel, chef d'entreprise, sportif et tout ça, tu vois, à tous les niveaux, mais il a cette intelligence de la main, et du coup, ni d'après motif, c'est pour ça qu'il a besoin de s'isoler, de pas parler. Et c'est ça, cette puissance de concentration. On le sent. On le sent dans sa peinture. Je suis vraiment le cheminement d'un peintre traditionnel, c'est-à-dire il y a une période les débuts où il est inspiré des grands maîtres. Après, il a sa propre identité, et en plus, enfin, moi je le vois aussi dans sa fin de carrière de peintre, il y a une spiritualité. Donc on s'échappe toujours vers autre chose. Et là, on a de l'au-delà, on a des plans qu'on ne comprend pas, mais qui sont derrière des visages. Alors il fixe le visage, mais derrière, effectivement, au-delà du visage, de cette perte, effectivement, d'identité. Tu te dis, bon, ok, tu ne représentes plus le visage et tout ça, et on s'est fait sciemment, parce qu'il y a une quête aussi de ce qu'il y a après, tu vois. Donc tous ces questionnements aussi, en peinture, sur la mort, sur l'au-delà, sur les différents espaces qui se croisent, c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà. Donc il évolue vraiment comme de nombreux peintres, où quand il a son identité, on va chercher une quête spirituelle, on va chercher ailleurs un autre monde, un autre univers, un monde parallèle, parce que justement il est dans ce questionnement des grands peintres en peinture. Pour ça je le trouve très classique dans son cheminement. Les premiers, en gros, on voit des paysages, mais c'est vrai que il y a toujours des personnages sur ces... Oui, il est très humain. Il y a vraiment l'humain, et c'est un humaniste, moi je pense que ton papa. Oui, donc, voilà. On parlait de libertaire, ouvriériste, mais avant tout, il était humaniste. Et c'était voilà, c'est vrai qu'on ne l'a pas employé, mais enfin, si je peux me permettre, pour moi c'est clair. C'est clair. Quand il a fait cette exposition, la dernière exposition qu'il a fait, il a fait à Saint-Laurent. En fait, il ne exposait plus, il ne peignait plus. Et il y a un couple de Polonais, il était venu chez moi pour m'interviewer sur mon projet associatif. Et dans mon salon, il y avait un tableau, justement, le tableau qui est l'affiche de l'exposition. Le seul tableau que j'avais chez moi, c'était ce tableau-là. Et quand il a vu le tableau, le Polonais, il m'a dit, mais c'est qui a fait ça? Je lui ai dit, c'est mon père. Et en fait, j'habitais l'appartement, il habitait l'appartement dessous. Et il faut que je vois. Alors on est allé voir mon père, finalement ils ont mangé avec eux. Et en fait, il a passé le repas à convaincre mon père de faire une exposition dans leur galerie à Saint-Laurent de Cerdan,
en juin 2022. Et donc, pourquoi je racontais ça, je ne sais plus, mais je finis l'histoire. En fait, c'est pour ça qu'il a fait cette dernière exposition. Bon, entre le moment où il a dit oui pour l'exposition et le moment où il a fait l'exposition, c'est là qu'il a appris qu'il était condamné, qu'il était malade. Mais il a voulu faire quand même cette exposition, particulièrement parce qu'il voulait faire cette exposition avec ma fille, qui était son trésor, quoi, d'une certaine façon. Donc ma fille était là à ce vernissage, il a dansé avec elle pendant un bon moment, ils ont dansé, parce que ma fille a dansé, enfin, il y avait la musique. Joan Ortiz, qui viendra le 6 décembre au concert ici, était là ce jour-là pour le vernissage, et avait chanté, et voilà, ils avaient dansé. Non mais regardez-moi ton papier, regardez-moi moi au lieu de regarder. Parce que c'est pas les enfants d'homicide, elle va pas aussi intensément parce que je voudrais, mais je pense voilà. Oui. Dans le placard. Si, Antonio Machado. Antonio Machado. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Antonio Machado. Cet été, la Galerie Poré expose les œuvres de Ramon Fora, un peintre catalan qui n'avait plus exposé depuis 20 ans. Cet élève de Joan Miró, formé à Barcelone, a accepté de sortir de sa retraite pour le plaisir d'exposer dans ce lieu sympathique. C'est exceptionnel pour moi, oui. Pour moi, c'était bon. Là, on peut dire que c'est la dernière exposition, quoi, parce que c'était inespéré pour moi et ça fait le plaisir de dire que pourquoi pas, s'il y a des gens qui aiment encore, on expose. Pour le plaisir d'exposer.